Après une longue attente, Emmanuel Macron a finalement officialisé sa candidature à l'élection présidentielle de 2022. C'est donc sous la forme d'une lettre adressée aux Français à 38 jours du vote que le chef de l'État a confirmé sa volonté de briguer un second mandat. Un second mandat pour peut-être reprendre le fil de ses réformes après un quinquennat des plus chamboulés. Je suis candidat à la présidence de la République. Météores, feux de paille, candidats du vide. Ils ne sont pas nombreux à parier sur les chances de l'ancien banquier d'affaires à l'horizon de la présidentielle de 2017. Tous les parcours un peu surprenants qui un jour ou l'autre ont été tentés d'entrer dans la vie politique, en fait se sont soldés par des échecs assez rapides. À cette époque, pour de nombreux observateurs, la question de la présidentielle est d'ores et déjà pliée. Le palais de l'Élysée allait ouvrir grand ses portes à la droite et à François Fillon après un quinquennat socialiste jugé décevant. Mais en politique, rien n'est jamais vraiment joué d'avance. Malgré tous mes efforts, malgré ma détermination, je n'ai pas réussi à vous convaincre. Les obstacles mis sur ma route étaient trop nombreux, trop cruels. Aidé par des circonstances inédites et poussé, disons-le, par un sacré culot, Emmanuel Macron, inconnu du grand public seulement 3 ans auparavant, parvient finalement à réussir son insolent pari. S'offrir la fonction suprême l'année de ses 40 ans. Un tour de force que d'aucuns n'hésiteront pas à qualifier de casse du siècle. Emmanuel Macron est un président cambrioleur parce qu'il a, d'une certaine manière, fait exploser les cloisons, les portes, les volets et qu'il est entré par effraction dans la vie politique. Il n'a jamais été maire, il n'a jamais été député. C'est pour ça qu'Hollande ne l'a pas vu venir d'ailleurs, parce que pour Hollande, il faut avoir été élu. Il faut suivre ce que Emmanuel Macron a nommé le cursus honorum en le dénigrant un petit peu. Emmanuel Macron a joué au bowling pour la première fois et il a fait un strike du premier coup. Et désormais installé à la tête du pays, Emmanuel Macron ne promet rien d'autre aux Français qu'une véritable révolution. Emmanuel Macron a choisi en début de mandat d'adopter une posture jupitérienne, c'est-à-dire en surplomb par rapport à ce qu'il a lui-même appelé son peuple. Avec des images très léchées pour souligner sa stature présidentielle et une parole rare afin qu'on l'écoute davantage. Il s'agissait de trancher avec le président normal incarné par François Hollande que les Français avaient jugé sévèrement durant le précédent quinquennat. Mais aussi de balayer les doutes sur sa capacité à diriger le pays en raison de son jeune âge ou de son manque d'expérience. Et de ce point de vue-là, on peut dire que sa stratégie a fonctionné puisque sa présidentialité n'est plus remise en doute en cause aujourd'hui. La normalité, très peu pour Emmanuel Macron. D'emblée, le plus jeune président de l'histoire de la Ve République espère bien imposer son tempo. Désormais, le maître des horloges, c'est lui et personne d'autre. Emmanuel Macron a écrit un livre qui s'appelle Révolution. Et il veut vraiment faire la révolution. Il ne dit pas qu'il veut réformer la France, il veut la transformer. But what we have to do is to change in depth our model. I want France to be a startup nation. Une révolution à marche forcée qu'Emmanuel Macron entend mener à bien, quoi qu'il en coûte. Obnubilé par son désir de moderniser la France et aveuglé par son approche verticale du pouvoir, le successeur de François Hollande ne parvient pas à entendre la colère qui couve dans le pays. J'ai 2 petits mots à dire à Monsieur Macron et son gouvernement. On en a plein les bottes. Mais qu'est-ce que vous faites du pognon ? Une colère accentuée par des petites phrases assassines dont le président est coutumier et qui ne font qu'accentuer la déconnexion entre le pouvoir et une partie des Français. Une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Le Gaulois, réfractaire au changement. S'ils veulent un responsable, il est devant vous. Qu'ils viennent le chercher. Emmanuel Macron est quelqu'un qui est rentré dans le débat public avec des propos très cash et très trash. Et ça lui a plutôt bien réussi pendant qu'il était candidat. Le problème, c'est que les propos qu'on peut tenir quand on est candidat, on peut se
permettre une certaine vérité de langage, on ne peut plus quand on est président. Et il met beaucoup de temps à en prendre conscience, parce que quand on est président de tous les Français, y compris de ceux qui ne sont pas d'accord avec vous. Les renvoyer dans leur but ou dans leurs contradictions, même si elles sont réelles, c'est les insulter. Et c'est très très mal ressenti. Du haut de son Olympe élyséen, Emmanuel Macron tarde à comprendre qu'entre assurance et arrogance pour une partie de l'opinion, il n'y a parfois qu'un pas. Fin 2018, la colère populaire éclate sous la forme d'une marée jaune, symbole d'un pays fracturé qui s'apprête à traverser l'une des plus longues crises sociales de son histoire. Ils ne nous écoutent pas, donc on voudrait faire passer le message qu'ils baissent toutes les taxes, que nous, le petit ouvrier, on ne peut plus vivre. Ils ne nous écoutent plus. C'est pas un bon président. L'autoproclamée France des oubliés est dans la rue, jusque sous les fenêtres de l'Élysée. Au climax de la crise et de son cortège de violence, une question est sur toutes les lèvres. La République est-elle sur le point de s'effondrer ? La crise des Gilets jaunes, qui a débuté en novembre 2018, a profondément marqué Emmanuel Macron, son quinquennat, mais aussi sa personne, en raison du déchaînement de violence qui l'a accompagné et qui le visait lui personnellement. Le président a été très marqué notamment par son déplacement au Puy-en-Velay, fief de Laurent Wauquiez, au cours duquel il a été insulté et menacé par des Gilets jaunes. Emmanuel Macron s'est sorti par le haut de cette crise en imaginant le grand débat qui lui a permis de se rétablir dans l'opinion. Mais cette crise finalement n'a pas profondément modifié sa façon d'exercer le pouvoir, sa pratique du pouvoir ultra centralisée. En revanche, elle a marqué un coup d'arrêt à ce qu'on pourrait appeler les décisions dures, à ce qu'Emmanuel Macron un jour a appelé les décisions dures, comme s'il était tétanisé par la crainte de réveiller de nouveau les Gilets jaunes. Mise à mal par la réalité de l'exercice du pouvoir, la révolution tant souhaitée par Emmanuel Macron attendra. Et alors que le pays peine à se relever de ces longs mois de déchirement, une autre crise autrement plus grave s'apprête à venir contrecarrer les plans du président de la République. En asphyxiant la droite et en dynamitant le parti socialiste, Emmanuel Macron espérait en finir avec le clivage gauche-droite qu'il juge dépassé et responsable de l'immobilisme du pays. On a des histoires politiques qui sont différentes, des imaginaires politiques qui sont différents, que je respecte. Mais aujourd'hui, on ne peut plus agir dans le cadre du clivage gauche-droite stricto sensu. Le nouveau monde politique façon Emmanuel Macron sera donc bâti sous le signe du « en même temps ». Un tic de langage prisé par le président qui veut donner l'impression que deux mesures apparemment paradoxales sont en réalité compatibles. Une vision du monde qui très vite deviendra la marque de fabrique du macronisme. Un signe de modernité pour ses soutiens, une façon de déguiser ses contradictions et de masquer le flou de ses positionnements pour ses détracteurs. Il n'a pas une pensée qui lui sert de référence. Donc il fait des sinuosités, des zigzags, il va là où il lui paraît que c'est l'air du temps. C'est pas le « en même temps », c'est l'air du temps. Au début du quinquennat, le « en même temps » avait une connotation positive et passait pour une forme de pragmatisme. Emmanuel Macron était en même temps et de droite et de gauche, ce qui lui permettait de prendre les mesures qui lui semblaient les plus efficaces, qu'elles viennent de la droite ou de la gauche. Mais au fil du quinquennat, le « en même temps » est apparu comme une habileté, voire un opportunisme, et a pu créer parfois de la confusion, voire souligner un manque de cohérence. Il y en a qui aiment les cases, les idées bien rangées. Eh bien, je veux vous affirmer ce soir, je continuerai à utiliser en même temps. Mais comment mener une révolution par essence radicale en ménageant la chèvre et le chou ? Une question que le coronavirus aura vite fait de reléguer au second plan. En mars 2020, face à la progression fulgurante du virus sur le territoire, le gouvernement sonne la mobilisation générale. Nous sommes en guerre. La maladie paralyse le pays et, en même temps, les velléités réformatrices d'Emmanuel Macron. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Et pour sauver notre économie durement impactée par les confinements successifs, le gouvernement décide de mettre la main à la poche et de placer le pays sous perfusion. Les milliards d'euros doivent pleuvoir, quoi qu'il en coûte. Je pense que le président de la République a été d'une clarté limpide hier. Quoi qu'il en coûte, nous ferons tout le nécessaire pour
passer ce moment difficile pour la nation française. Avant, on disait l'État-providence. Depuis, on dit que le quoi qu'il en coûte. Et il faut reconnaître que politiquement, c'était très bien trouvé. D'abord, parce que ça faisait référence à un remède qui avait déjà été utilisé avec succès dans une autre crise financière. Celle-là, c'est la crise de l'euro en 2012. Et puis, cette façon d'ouvrir les vannes de l'argent public est vite apparue comme la seule option possible. Manque de réactivité, balbutiement sur l'usage du masque par la population civile et mesures jugées contradictoires voire liberticides, la crise de la Covid-19 n'aura pas manqué de donner du grain à moudre aux opposants du chef de l'État. Car avec le pass sanitaire commence pour la France l'ère de la liberté conditionnelle. Oh, tout reste libre, à condition que le régime macroniste, ses états d'urgence et ses passes de toutes sortes en donne la permission. Quant au quoi qu'il en coûte, difficile de chiffrer le montant exact de la facture, mais une chose est sûre, l'argent magique n'existe pas. Et ce sera beaucoup plus difficile de fermer les vannes que ça n'a été facile de les ouvrir. 2 ans plus tard, l'économie a retrouvé son niveau d'avant-crise et Emmanuel Macron, fidèle à lui-même, assume ses choix. Nous agissons toujours avec le même esprit, être proportionnés et compter sur la responsabilité de chacun au sein de la nation. Le regard du président de la République peut désormais se tourner vers l'élection présidentielle. Les différences entre le Macron de 2017 et celui de 2022 sont nombreuses, car une telle succession de crises ne peut que changer un homme. Le Macron de 2017 était inexpérimenté, celui de 2022 a appris. Le Macron de 2017 se voulait révolutionnaire, celui de 2022 est d'abord un gestionnaire. Le Macron de 2017 passait pour un homme de gauche, celui de 2022 est finalement le leader de toute une partie de la droite. Le Macron de 2017 passait pour un libéral, celui de 2022 est clairement un étatiste. Jusqu'ici, maître des horloges, le chef de l'État voit subitement le calendrier lui échapper avec l'entrée en guerre de la Russie contre l'Ukraine. Dans cette épreuve, la France se tient aux côtés de l'Ukraine. À l'instar de ses prédécesseurs François Mitterrand et Nicolas Sarkozy, le président sortant fait donc le pari risqué d'une campagne éclair. Il espère que la décomposition politique, qui est à l'œuvre depuis 2017, se poursuive, notamment avec les ralliements à sa candidature. Emmanuel Macron s'accommode très bien de cette situation, où il apparaît davantage comme un président que comme un candidat. Pendant qu'il gère la guerre russo-ukrainienne, qu'il parle d'égal à égal avec les grands de ce monde, il n'a pas à s'impliquer dans les batailles de chiffonniers alimentées par ses adversaires. Cette position de surplomb, favorisée par la crise internationale, lui permet aussi de rester flou sur son projet et ainsi de ne pas prendre trop d'engagements précis pour un éventuel second quinquennat et garder les mains libres. Mais 5 ans après avoir promis l'avènement d'un nouveau monde, l'actuel locataire de l'Élysée devra bien se confronter à la réalité de son bilan. Emmanuel Macron, dans cette campagne, ne peut évidemment plus jouer comme en 2017 sur le dégagisme ou le renouveau. Il va en revanche, il a déjà commencé d'ailleurs, mettre en valeur l'expérience acquise et le besoin de stabilité du pays, a fortiori dans un contexte de crise internationale aiguë tel qu'on le connaît aujourd'hui. Au moment du bilan, il faut juger un responsable politique sur ce qu'il a dit qu'il allait faire et sur ce qu'il a fait. Or, Emmanuel Macron a été élu sur une promesse de réforme pour sortir de l'immobilisme de la droite et de la gauche. Quand vous êtes président sortant, vous êtes responsable de l'état du pays. Vous ne pouvez plus dire que si on en est là, c'est la faute des autres. Il doit assumer son bilan. Sa principale réussite, c'est d'avoir incarné une France plus attractive à l'international et plus économie-friendly, avec des mesures qui ont créé un environnement plus favorable aux entreprises et à l'entrepreneuriat. Son principal échec, c'est de n'avoir pas su mener à bien la réforme des retraites, qui est pourtant indispensable. L'épidémie de Covid a été le prétexte de son abandon, mais cette réforme était inaboutie, incompréhensible et a fini encalminée à l'Assemblée. Elle n'aurait pas pu voir le jour de toute façon. Aujourd'hui, l'un des ressorts personnels et intimes d'une nouvelle candidature d'Emmanuel Macron, c'est précisément de pouvoir reprendre le fil de ces réformes. Empêché à la fois par les circonstances et peut-être aussi par son propre tempérament, la révolution promise par Emmanuel Macron en 2017 n'aura pas eu lieu. Aux Français désormais de décider s'ils sont prêts à signer pour 5 ans de plus.